Quel devenir du secteur de l'édition face à la percée de la technologie? La littérature risque-t-elle d'en souffrir? Quelle opportunité de développement? La presse entame-t-elle bien le virage du numérique? Quel modèle économique? Quelle gestion des écrans? Pour en parler ce dimanche, le Français d'origine algérienne Walid Rachdi, romancier et cofondateur d'une revue littéraire pour faire dialoguer les civilisations. Il aborde aussi la protection des enfants en ligne et d'autres sujets. À suivre ce dimanche 16 août 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25 sur e-radio e-tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. e-tech a le plaisir de recevoir ce dimanche Walid Rachdi. Bonjour Walid Rachdi. Bonjour Ousmane. En ligne de Paris, c'est bien cela? Bah oui, c'est ça, comme tu peux le voir là. Tu vois, c'est gris derrière, forcément c'est Paris. Tout à fait. En ligne de Paris, la capitale française, Walid Rachdi. Rapidement pour la présentation, vous êtes diplômé d'informatique et de commerce. L'informatique apprise à l'Institut universitaire et technologique d'Orsay, l'UT d'Orsay et Neoma Business School. Vous avez 15 ans d'expérience dans le domaine du digital en cabinet de conseil au sein de grands groupes en France et à l'international, comme la Société Générale, présente au Sénégal avec des responsabilités de consultant dans les secteurs bancaires et énergétiques. Vous êtes également romancier, Fugue, paru aux éditions Imagination, qui est donc roman écrit par vos soins. Vous êtes aussi scénariste. Votre goût pour le voyage et les langues étrangères vous a amené à vivre dans 6 grandes villes étrangères et visiter plus de 50 pays. Plus de 50 pays dans le monde, naturellement, dont le Sénégal. Bah, écoutez, c'était prévu cette année, mais comme vous avez vu, là, c'est un peu compliqué en ce moment, les aéroports. Mais Inch'Allah, bientôt, ce sera dans la prochaine destination. Ce sera avec plaisir que nous allons vous accueillir au Sénégal, Walid. En 2020, vous lancez la revue littéraire d'actualité internationale Friction. Friction, on va beaucoup en parler au cours de ce numéro dédié à l'actualité liée aux écrans, liée également au monde de l'édition. Et quand on parle d'édition, forcément, on va parler de votre projet littéraire d'actualité internationale qui se nomme Friction. Pour entrer de plein pied dans notre émission, Walid Rachdi, première question, le digital, vous le voyez comment par rapport à l'édition? La question est très vague, bien sûr, mais autrement dit, est-ce que le digital aujourd'hui est l'avenir de l'édition? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de la fin proche du papier. Je pense que c'est une question qu'on est en train d'essayer de traiter maintenant depuis une vingtaine d'années, depuis le début d'Internet. C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de la mort du livre papier. Il y a une petite dizaine d'années déjà, quand on a commencé vraiment à utiliser les e-books, on se disait que les livres papier n'allaient pas résister. Moi, je ne suis pas sûr que le livre papier va mourir de sitôt, parce qu'en fait, le livre comme objet, c'est un objet qui est assez unique. Et c'est vrai que ce n'est pas le même confort de lecture pour lire sur les écrans. Moi, ce que je crois plutôt, c'est que je pense que le digital n'est pas l'avenir de l'édition, c'est déjà son présent. Oui. Mais que, en fait, la manière dont on lit sur les écrans et dont on lit en papier sont des usages qui sont complémentaires. Après, la question, aujourd'hui, c'est pas tant la compétition entre le papier et les écrans, mais c'est plutôt la lecture versus toutes les autres sources de distraction, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans ce même cas, c'est que quand on rentre le soir chez soi, on est fatigué, on a envie de décompresser, et c'est plus facile d'allumer un écran, que ce soit celui de son téléphone ou de sa télévision, que d'ouvrir un livre. Et c'est vrai que du coup, il y a une compétition de la lecture avec toutes les autres loisirs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une infinité de sources de distraction, et c'est ça qui est un vrai challenge pour l'édition, c'est comment continuer à intéresser les gens à la littérature, à la lecture, comment en fait créer une nouvelle expérience de lecture qui soit adaptée aux usages des nouvelles générations. Oui, je reprécise un peu ma question en parlant du digital comme l'avenir du monde de l'édition. On sait très bien que le digital est présent. Moi, j'ai lu énormément à travers les écrans, mais sauf que ça pourrait monter. Sauf que la place du digital dans le monde de l'édition pourrait être beaucoup plus importante à l'avenir. Oui, je pense aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Ousmane. En fait, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire Oui. que
Aujourd'hui, quand par exemple, vous écrivez un livre et vous l'envoyez à une maison d'édition, derrière, vous avez des circuits d'abord de diffusion qui sont les librairies, puis ensuite des circuits pardon, de prescription qui Oui, sont les chroniqueurs littéraires, qui sont les blogueurs, et tout un circuit qui aujourd'hui fait que vous avez un écosystème de l'édition qui permet, par exemple, que tel ou tel roman soit connu. Donc, publier un roman sur la toile et le faire connaître, c'est quelque chose qui a un vrai challenge. Donc, au-delà en fait du support papier ou de la question d'électronique, c'est la question de comment est-ce qu'on fait exister un livre au sens de le faire connaître. Donc ça, c'est quand on parle de l'édition, là je parle plutôt de la littérature. oui. Après, pour les journaux, pour les sites d'information, aujourd'hui, cette transition, elle a déjà quasiment complètement eu lieu. Elle est vraiment déjà en cours puisque la plupart des grands quotidiens dans des grands pays, dans des grandes villes du monde, à Dakar, voilà, je pense que vous l'observez bien, il y a des versions en ligne. La difficulté aujourd'hui, c'est pas tant la transition vers le digital, c'est plutôt de se dire comment est-ce que ces médias, comment est-ce que ces maisons d'édition trouvent en fait un moyen de gagner de l'argent et de rester viable financièrement parlant en basculant dans le digital. C'est un peu ça le grand challenge. Oui, en même temps, on sait que c'est aussi une question d'habitude. Vous en avez parlé très rapidement tout à l'heure parce que beaucoup se disent, c'est vrai, j'aime bien les écrans, mais en même temps, rien ne vaut ce plaisir de prendre un livre Bien entre sûr. les mains et de lire. C'est comme si on avait un rapport direct avec son auteur. Bien sûr, en fait, je pense que l'expérience de lecture, elle est aujourd'hui telle qu'elle est offerte par un livre, elle n'a pas encore été remplacée par les écrans et c'est tant mieux. Moi, je pense que vraiment, c'est des usages qui sont complémentaires. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, de voir un musicien qui joue de la musique en concert et puis écouter ça sur sa radio ou avec son smartphone. C'est des expériences qui sont différentes, c'est des expériences qui sont complémentaires. Moi, je pense que le digital, en fait, ce que ça permet d'avoir plus d'auteurs et une pluralité de voix plus grande. Parce que voilà, être publié, que ce soit dans une maison d'édition ou dans un journal, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Donc, et c'est vrai que le digital, en fait, peut donner de l'espace de création, de l'espace d'expression à plus de personnes. Et aussi, de l'autre côté, pour les éditeurs, c'est plus facile de donner, par exemple, voilà, de la chance à de nouveaux auteurs, des nouveaux journalistes, parce que l'espace est plus grand. Donc, voilà, moi, je pense que l'un, c'est pas contre l'autre, c'est plutôt comment l'un et l'autre marchent ensemble. C'est finalement les deux jambes d'un individu et c'est un peu ça le défi pour l'avenir. Je vais peut-être même vous surprendre. Est-ce que le digital, parfois, n'est pas un obstacle pour la promotion, pour l'épanouissement du monde éditorial, du monde de l'édition? Parce que de plus en plus, on voit on partage des livres. Vous connaissez sûrement toutes ces pages sur Internet où on se partage des livres PDF sans rien payer. Est-ce Bien que sûr. cela n'handicape pas, n'handicape pas quelque part disons, les acteurs de ce monde-là? En fait, je pense que ce qui est en train de se passer avec le livre, c'est ce qui s'est passé avec la musique il y a quelques années, parce que moi, je me souviens quand j'étais adolescent et que c'était les débuts des Napster, de tous les sites de téléchargement, etc. En fait, on se disait, la musique va mourir parce que on peut télécharger tout gratuitement. Et donc, ça a été une transition qui s'est faite petit à petit. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec des plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, pour en citer que celle-là, etc., Oui, en fait, il y a un nouveau business model. Avant, on était habitué à payer 15 euros, à payer un certain nombre d'argent pour un CD, pour une cassette. Aujourd'hui, en fait, on prend des abonnements à des plateformes de streaming ou quand on n'a pas d'abonnement, on écoute de la publicité qui va financer. Donc, moi, je pense que pour le livre, pour les médias de manière générale, c'est ce qui va se passer de plus en plus. C'est-à-dire que l'achat à l'unité d'un roman, d'un journal, va petit à petit en fait se transformer parce que personne aujourd'hui est capable de prendre, je sais pas moi, 5 abonnements par mois à 5 médias différents. Donc à part si on a vraiment beaucoup d'argent et encore même comme ça, je suis pas sûr que ce soit souhaitable. C'est que le défi, c'est comment est-ce qu'on trouve en fait un moyen d'avoir accès à un panel d'offres de médias, de livres, etc., mais dans une offre qui puisse être accessible au plus grand monde. Donc pour oui, moi, le piratage, c'est une transition en fait. oui, et le défi aussi, c'est d'arriver, par exemple, à trouver une solution qui permette, tout en démocratisant l'accès à la connaissance, qui permette de ne pas tuer un peu le monde de l'édition, parce que
Vous parlez de Exactement. Deezer, par exemple, des plateformes de streaming, hein, et le nom est très bien clair, c'est du streaming. On peut regarder, écouter une musique, par exemple, sur Deezer, mais on ne peut pas, par exemple, selon en tous les cas, la compréhension que j'en ai, repartir avec le fichier complètement. Or, la différence, c'est que sur les plateformes Facebook dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on a le fichier qu'on peut partager à 100 millions de personnes, tandis que le téléchargement tandis que le streaming, c'est autre chose. Le Bien son ne sûr. vous appartient pas, il est sur une plateforme dont vous ne pouvez pas Bien détacher une sûr. partie du reste. Bah après, mais en fait, oui, mais sur la musique, il y a quelques années, Ousmane, si vous vous rappelez, on téléchargeait tous des MP3. Oui, oui. Maintenant, personne n'utilise des MP3 parce qu'en fait, les usages ont changé, la manière de créer de la musique a changé. Donc, je pense que en fait, aujourd'hui, l'objet e-book, à mon avis, il va aussi évoluer. Et demain, enfin, dans 5 ou 10 ans, je pense que la manière de faire circuler des livres électroniques en ligne, en fait, ce sera pas ce format-là. Enfin, évidemment, je suis pas devin pour imaginer comment ça va être. Oui. Mais je pense qu'en fait, les avancées technologiques vont faire que ça sera beaucoup moins intéressant de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je pense que là, c'est un peu une forme de crise d'adolescence du livre numérique qui est en train de se passer. Mais Mhm. petit à petit, ça va changer. Après, en voyant le côté positif, on peut se dire aussi que de toute façon, même dans le passé, vous aviez des gens qui pirataient des livres, qui les photocopiaient, qui vendaient ça voilà, dans des boutiques en parallèle, sur des marchés, etc. Donc, cette forme de piratage a toujours existé et contribue aussi à diffuser une culture. Donc, voilà, c'est toujours compliqué ce genre de questions parce que de toute façon, la culture, elle trouve toujours une manière de s'étendre, de se propager. Donc, ça, c'est chaque génération voit ça. Oui, et comment est-ce que maintenant le monde de l'édition pourrait s'en sortir? Comment est-ce qu'il pourrait s'adapter aux nouvelles réalités digitales, au pluriel naturellement? Comment est-ce que ces acteurs-là peuvent s'adapter aujourd'hui sans pour Bah, autant, ouais, disons, en souffrir? Bah, je pense que je pense qu'il y a plusieurs questions hein, qui se posent aujourd'hui pour les acteurs de l'édition. C'est d'abord le roman. Est-ce que le roman, un roman de 300 pages, est-ce que ça doit rester le centre de la vie littéraire et de la vie culturelle? Puisque, par exemple, quand on regarde il y a 30 ou 40 ans, bah, quand il y avait un grand roman qui sortait, c'était un événement vraiment national, international, et ça donnait un peu le là de la vie culturelle. Aujourd'hui, cette curiosité-là, elle s'est déplacée vers les écrans, vers le cinéma, et maintenant vers Netflix. Donc c'est vrai que le livre est un peu moins le centre de la vie culturelle ou voilà, de beaucoup de pays. Pour autant, je pense que les gens continuent d'avoir envie de lire des histoires. Les histoires, c'est ce qui permet aux gens bah, de comprendre la réalité dans laquelle ils vivent. Et de toute façon, on aura toujours besoin de raconter des histoires. Donc, je pense que le monde de l'édition doit réimaginer le format. C'est peut-être que aujourd'hui, les livres tels qu'on les imagine, des romans de 300 pages, ce sera plus l'objet central du monde de l'édition. Et deuxièmement, c'est comment est-ce qu'on fait un pont vers les autres secteurs de l'audiovisuel, etc. Parce que pour un auteur, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on parle des maisons d'édition, mais c'est aussi Oui, la réalité des auteurs. C'est comment est-ce que fait un auteur pour vivre de sa plume? Quels sont les débouchés, etc. Et c'est vrai que nous, par exemple, sur Friction, oui. l'idée, c'est que les gens qui écrivent des histoires, qui proposent des textes, donc soit des auteurs plus ou moins confirmés, bah demain, on aimerait nouer des partenariats pour pouvoir travailler avec des acteurs de l'audiovisuel, pour pourquoi pas voilà, faire des contenus audiovisuels adaptés à partir d'histoires écrites. Donc, moi, je pense que de toute façon, écrire des histoires, quel que soit le contenu qu'on fait, après, que ce soit pour les écrans, pour des livres, c'est la base. On aura toujours besoin des auteurs. Donc, il faut que le monde de l'édition trouve un moyen de mieux collaborer avec, voilà, avec les autres secteurs audiovisuels et des divertissements de l'industrie créative et culturelle de manière générale. On reviendra tout à l'heure sur votre projet d'écriture d'histoire. Je vous demanderai si cette écriture d'histoire ne va pas vous créer des histoires dans un contexte où le contenu est assez important sur la toile. Qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau pour pouvoir attirer la curiosité de vos potentiels lecteurs? On y reviendra tout à l'heure. Nous restons toujours sur les écrans. Walid Rachdi, je rappelle que Walid Rachdi, romancier notamment, mais également spécialiste de la banque et de l'énergie, est notre invité ce dimanche sur e-radio dans l'émission e-tech qui reprend avec de nouveaux numéros après quelques jours de congé. Nous saluons et nous saluons tous ces auditeurs qui suivent naturellement ce magazine tech de la
radio, e-radio du groupe E-Media Invest. Walid Rachdi, nous sommes donc toujours avec vous. Le monde journalistique, j'en parle parce que dernièrement, nous avions reçu quelqu'un que vous connaissez peut-être, Benoît Ruel, qui a été animateur de l'émission Idée sur RFI. Avec Benoît Ruel, nous parlions de ce monde journalistique confronté aujourd'hui à la montée des écrans, le fait que le vrai journalisme soit de plus en plus concurrencé par, en quelque sorte, un faux journalisme que d'autres appelleraient ou appellent un journalisme citoyen. Comment est-ce qu'aujourd'hui la presse devrait, à votre avis, tirer profit de ce digital qui semble avoir deux versants finalement, un versant positif et un versant négatif? De toute façon, enfin, je pense que la question, voilà, des journalistes citoyens, blogueurs, etc., versus les journalistes professionnels, c'est un débat qui est très très vieux parce qu'en fait, il y a toujours la question de finalement qu'est-ce qui fait la légitimité de celui qui s'exprime et de celui qui écrit. Oui. Et enfin, moi, je pense que ce qui fait la légitimité, c'est en fait c'est la qualité du travail et la capacité du coup à aussi crédibiliser son travail. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas la même chose d'écrire une note de blog en quelques minutes et versus faire un long travail de reportage qui va nécessiter plusieurs semaines, voire mois d'enquête. Donc je pense que là où le journalisme peut tirer son épingle du jeu, c'est en privilégiant en fait un travail de fond et en essayant vraiment de creuser des sujets et de proposer des contenus qui soient plus exigeants et de faire confiance en fait à l'intelligence du lecteur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment l'économie liée à Internet, qui est une dictature de l'audience, en fait, c'est un peu la facilité de faire des sujets qui soient faciles, où les gens vont cliquer, ils vont vous lire ça en 30 secondes et on passe à autre chose. Mais en vérité, ça, je pense que c'est contre-productif parce que là où le journalisme, on va dire, traditionnel peut tirer son épingle du jeu, c'est en essayant d'éclairer des réalités qui ne sont pas accessibles à tous et de mener un travail d'enquête, de mastigation qui est important. Et du coup, la qualité d'écriture aussi importante. Donc pour moi, ça fait partie d'une des clés de sortie. Après, la question que ça pose, et ça, je pense que personne n'a la réponse pour l'instant, c'est que la difficulté, c'est comment on fait pour financer, on va dire, ce slow journalism. Comment est-ce qu'on fait sur le journalisme lent? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour le financer? Comment est-ce qu'on fait pour aussi éduquer les gens, pour les habituer, même sur écran, à lire des contenus qui sont un peu plus longs, un peu plus fouillés, et ne pas céder à simplement scroller pour lire le prochain truc ou liker la prochaine publication. Et ça, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Mais pour moi, c'est un peu finalement comme pour la nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, pendant une dizaine d'années, on nous a expliqué que plus on cuisinait rapidement, plus on mangeait des produits déjà pré-préparés et industriels, et mieux c'était. Oui. Et puis maintenant, c'est un mouvement contraire. Les gens se rendent compte que c'est pas bon pour la santé, que c'est un danger pour la planète, qui réduisent l'espérance de vie de leurs enfants. Et ben, pour moi, les informations, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous ingurgitez des informations de mauvaise qualité, ben, vous allez commencer à avoir une vision erronée du monde. Vous allez commencer à voir les choses d'une manière fausse, et d'où les fake news, etc. Et ça aboutit à des régimes politiques, voilà, qu'on voit aujourd'hui. Donc, je pense que défendre une information de qualité, c'est essentiel si en fait on veut défendre voilà, un idéal de démocratie et aussi de sociétés qui vont bien. Donc, pour moi, c'est un peu un parallèle finalement entre bien manger et bien s'informer. Oui, l'adaptation au digital, elle se pose aussi sous l'angle des business models, hein, des modèles économiques des médias. Avant, ici comme ailleurs, naturellement, c'était, je dis même, c'est la publicité, elle est toujours de mise, cette publicité-là, avec, disons, une prégnance assez importante. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait profiter du digital pour réadapter le business model des médias qui ne soit pas forcément un business model éternellement basé sur de la publicité? Ouais, bah, je pense que de toute façon, en ce moment, sur la publicité, on le voit bien, notamment avec la crise du Covid, qui est un effondrement des revenus Oui. publicitaires. Donc, de toute façon, la plupart des médias se posent la question. Et en France, par exemple, il y a pas mal de médias qui sont en train de licencier des journalistes, en tout cas qui revoient leurs objectifs à la baisse. Donc, je pense que vraiment, je reprends mon parallèle avec l'histoire de l'alimentation. Oui. Je pense que c'est une part de responsabilisation, en fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que si on veut en fait avoir des sociétés qui vont bien, c'est-à-dire on a une vie démocratique qui est saine, on a une information qui est saine, on a des gens qui croient pas n'importe quoi, bon, faut accepter l'idée que l'information, en fait, ça coûte quelque chose. Mmh.
Elle a un Ça a coût. un, ça a un coût. Comme la musique il y a quelques années, il y a un moment donné, on s'était dit, ah, c'est OK de télécharger des MP3 à l'infini, de rien payer. Aujourd'hui, il y a un peu un mouvement arrière. On se dit, bah non, en fait, il faut rémunérer les artistes, on prend des abonnements des plateformes de streaming, etc. Donc, je pense que pour moi, il y a une part d'éducation, une part de prise de conscience collective sur, bah, en fait, voilà, c'est de l'information de qualité, ça se mérite, et qu'en fait, ça participe à la santé de la société. Mais de l'autre côté, les médias aussi doivent jouer le jeu, et c'est-à-dire, bah, du coup, proposer aussi des contenus de qualité et des contenus qui soient fouillés, qui du coup justifient ça. Mais par exemple, un média qui a fait sa révolution digitale et qui se porte bien, c'est voilà, c'est le média américain, le New York Times. Et c'est vrai que eux, bah, c'est un média. Aujourd'hui, ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires grâce au numérique et leurs abonnés payent. Après, ils ont plein de formules d'abonnement différents. Plutôt New York Times, il y a vraiment énormément de contenu. Mais pour moi, le truc de se dire que tout est gratuit, que rien n'a de coût, que la publicité finance tout, et en fait de faire des contenus de plus en plus, voilà, enfin, de moins en moins fouillés, c'est rendre un service à personne. On ne rend pas un service aux citoyens parce qu'en fait, on ne lui donne pas les moyens de s'informer correctement. Et on ne rend pas service aux médias parce qu'on ne leur donne pas les moyens de payer les journalistes. Donc, il faut accepter que les choses, elles ont un coût, en fait. C'est comme, je sais pas, si vous allez chez votre tailleur, vous allez vous préparer un costume pour un mariage, ben, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose d'acheter un beau costume qu'un costume, voilà, premier prix. Donc, et le résultat, à la fin, il n'est pas le même. Ben, c'est pareil pour l'information. Oui, et comment, par exemple, tabler un peu sur, disons, sur les contenus en ligne, parce que de plus en plus, on voit une économie du replay. C'est un peu rare, mais on en voit quand même, notamment en France, concernant le service public, ou en regardant même du replay, autrement dit, une émission reproposée pour écoute ou pour écoute, eh bien, on a d'abord de la publicité, après on regarde. Autrement dit, on a de la publicité à l'antenne, à la télé, à la radio, et après, on a une autre publicité en ligne. Est-ce que des modèles comme ça permet un peu à la presse de mieux respirer? De toute façon, les modèles sont toujours été mixtes. Même par exemple, regardez, quand on était au temps du 100% papier, bah, Oui, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez en fait un papier avec vous payez votre parution et puis vous aviez une pleine page, je ne sais pas, d'une publicité, d'une enseigne, d'un magasin, etc. Donc ce modèle mixte, il a toujours existé. Après, la différence, c'est qu'il y a un moment, je pense qu'on a eu l'illusion ou l'idée que tout pouvait être gratuit. Et c'est vrai que par exemple, aujourd'hui, quand on voit des médias même des grands médias comme The Guardian en Angleterre qui marchent bien, sont des médias qui s'appuient sur des logiques de membership, donc c'est-à-dire voilà, d'être membre, d'adhésion, où ils demandent en fait à leurs lecteurs d'adhérer, c'est-à-dire de payer une forme de souscription. Alors, oui. ce n'est pas un prix fixe, c'est selon les moyens de chacun, Mhm. parce qu'en fait, à la fois, c'est une manière de soutenir la création des articles, mais c'est aussi une manière, d'entre guillemets, de soutenir une cause, une vision de la société. Donc pour moi, il y aura toujours les deux, c'est-à-dire qu'il peut toujours avoir une logique de publicité qui peut s'imposer et qui peut permettre aussi de financer une partie et de donner un accès à une partie gratuite du contenu pour des gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas payer pour une raison X ou Y. Et après, il y a une autre partie qui doit forcément être payante, d'une manière ou d'une autre. Et enfin, le dernier volet, il y a forcément l'action publique. C'est-à-dire que, quelque part, si on a envie qu'un pays se porte bien, qu'il y ait une presse pluraliste, etc., bah, le pouvoir public, c'est un peu son devoir aussi de permettre l'existence de ces médias. En tout cas, en France, bon, il y a des aides à la presse qui sont quand même assez importantes pour des grands médias. Je pense que ça va plutôt dans quelque chose de sain. Mais de l'autre côté, ça veut dire que nous aussi, en tant que citoyens, on doit être exigeants sur la qualité de ce qui est publié et proposé, quoi. Oui, mais en même temps, on l'a dit tout à l'heure, il y a la concurrence des autres médias, en tout cas d'autres plateformes qui ne sont pas journalistiques forcément, Mm. mais que l'on confond parfois avec les aspects journalistiques classiques. Alors, dans ce cas, la presse, elle doit faire comment? Je donne un exemple rapidement, par exemple, la presse qui tablait sur le scoop. Aujourd'hui, les acteurs eux-mêmes donnent l'information eux-mêmes directement sur leur plateforme. Par exemple, Walid, qui est une grande star de télévision, c'est pas issu du monde musical, qui donne un gros scoop, au lieu d'appeler Ousmane Gueye pour donner l'information, Walid donne l'information directement sur sa plateforme. Est-ce que cette concurrence, un peu, si on peut l'appeler comme ça ou pas, des plateformes digitales ne vient pas créer quelques soucis aux médias classiques? Bah, de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez les grandes stars, effectivement, des grandes vedettes qui ont besoin, qui deviennent en fait eux-mêmes leurs propres médias. Oui. C'est vrai que, voilà, je pense bah, justement au rappeur Booba,
qui est en partie sénégalais, c'est un média en lui-même, Booba, entre guillemets. Bon, maintenant, il avait perdu un moment son compte Instagram, il avait des soucis, etc. Mais c'est vrai que moi, ça m'impressionnait parce qu'il était capable justement de passer un peu la difficulté qu'il avait parfois de s'exprimer dans des médias mainstream en France. Et au bout d'un moment, en fait, ça l'intéressait même plus puisqu'il pouvait parler directement à son audience. Mais pour moi, le travail d'éditorialisation et le travail, d'analyse, ça, de toute façon, normalement, un bon média, c'est son travail, c'est sa capacité à analyser une parole médiatique et de le placer dans un contexte plus large. Parce que sinon, ce que je veux dire, un média, c'est pas juste retransmettre des images et retransmettre ou de l'audio, c'est aussi apporter tout un contexte de compréhension. Donc pour moi, il y aura toujours besoin en fait de ces intermédiaires-là pour donner des clés de compréhension à un public plus large. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une capacité plus large de prendre la parole pour les gens. Ça, c'est bien. Après, comme toujours dans toute révolution, il y a des bons et des mauvais aspects. Donc oui, plus de gens parlent et effectivement, comme il y a plus de gens qui parlent, parfois il y a aussi plus de choses désagréables qui sont dites ou pas toujours pertinentes, mais ça fait partie du jeu. Je vous fais analyser l'actualité journalistique confrontée ou pas au digital parce que dans votre projet, il y a une très bonne composante reportage. On y reviendra tout à l'heure dans la seconde partie, à peu près après 25 minutes sur e-radio, le temps d'écouter les dernières informations de ce dimanche. Notre invité, Walid Rachdi, en ligne de Paris ce dimanche, diplômé d'informatique et de commerce. Il a travaillé dans le monde bancaire, dans l'énergie également. Il est aussi romancier, mon invité, avec un roman Fugue paru aux éditions Imagination. C'était en 2013, autrement dit, il y a 20 ans, si je me trompe, c'est bien cela. Et il est également scénariste, mon invité, avec un goût prononcé pour le voyage et les langues étrangères, un goût qui l'a amené à visiter 50 pays, le Sénégal n'en faisant pas encore partie. Merci beaucoup, Walid Rachdi. Merci. Très chers auditeurs, pour suivre ITEC en audio parce que nous sommes à la radio, en vidéo également parce que vous avez la possibilité de nous regarder à l'instant sur YouTube à travers nos plateformes LinkedIn et Facebook. Merci infiniment pour la fidélité. À tout à l'heure, après donc 25 minutes après le journal sur e-radio. ITEC, Ousmane Gueye sur e-radio. Diplômé d'informatique et de commerce, l'informatique apprise à l'Institut universitaire de technologie d'Orsay en France et d'une business school. Mon invité, Walid Rachdi, d'origine algérienne, mais basé en France depuis plusieurs années. Et notre invité ce dimanche sur e-radio depuis 25 minutes maintenant. Avec lui, nous parlons du digital, naturellement, mais du digital appliqué au domaine de l'édition, au domaine également journalistique, parce que nous le savons très bien, notre métier vit des heures qui ne sont pas toujours heureuses à l'heure du digital, avec une nécessité de changement dans plusieurs aspects de notre profession. Walid Rachdi, notre invité donc ce dimanche sur e-radio, il est aussi romancier avec un roman publié il y a 7 ans aujourd'hui, en plus d'être scénariste passionné du voyage et de langues et des langues étrangères, passionné de voyage et de langues étrangères, ce qui l'a amené à mettre au point un projet littéraire dénommé Friction et qui se décline en une revue littéraire d'actualité internationale où il y a un bon volet, une bonne composante reportage. Nous allons en reparler tout à l'heure. Walid Rachdi, ce projet littéraire très rapidement, pourquoi une revue littéraire en ligne? Pourquoi est-ce que ce n'est pas du papier? Ou c'est parce que le digital constitue aujourd'hui un pont pour aller vers toutes les autres cultures? Je pense que oui, vous avez bien résumé les enjeux, Ousmane. L'idée, c'est de dire, déjà, encore une fois, il s'agit d'articuler en fait à la fois ce qu'on peut proposer sur le digital et le papier. Donc l'intérêt du digital, c'est que c'est en fait une manière de pouvoir donner un espace d'expression et de lecture à des lecteurs qui viennent et des auteurs qui viennent du monde entier. Et l'idée, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les grandes thématiques internationales sont vécues de manière hyper trans dans plein de pays à travers des réalités différentes.
Et ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment avec la crise du Covid en est un bon exemple, puisque finalement, cette crise, eh ben, elle impacte le monde entier. Par contre, elle est vécue à travers des réalités différentes. Et l'idée d'une revue littéraire comme Friction, c'est de raconter, mais à travers un angle local. Et cet angle, ça peut être à la fois un angle littéraire, un angle journalistique, un angle de témoignage. Bon, on a parlé du texte, mais il y a aussi des podcasts. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'ambition de Friction. Oui, mais pourquoi ne pas mettre plus en avant, disons, le podcast, la vidéo, l'audio, parce que quand on parle de littérature, souvent c'est plutôt l'écrit qui revient, comme si on prenait le mot littérature, disons, trop à la lettre, parce que dans la littérature, il y a lettre. C'est une bonne réflexion. Non, mais en fait, nous, l'idée au départ dans Friction, c'est vraiment l'idée de raconter des histoires. Donc après, ces histoires, moi, ce que j'aime bien avec le texte, c'est ce qu'il y a, entre guillemets, de plus facile à créer, puisque écrire un texte, c'est à la portée de tout le monde. En tout cas, je veux dire physiquement, c'est-à-dire prendre un papier, un stylo, prendre un écran et commencer à noter, versus la production d'un podcast et encore plus d'une vidéo, ça nécessite des moyens. Donc démocratique, en fait, parce que c'est ouvert en tout cas à tout le monde. Après, nous, en fait, les podcasts, c'est très mis en avant. Dès la homepage, dès la page d'accueil, on s'est écrit en gros les podcasts. Mais on essaie de faire des podcasts un peu originaux avec des podcasts à la fois de fiction, de reportage, mais des choses un peu de qualité. Donc ça, forcément, ça nécessite des moyens et du temps. Donc ça, on ne peut pas le faire pour tous les textes, mais on le fait pour une partie. Après, sur la vidéo, c'est quelque chose peut-être qu'à l'avenir, on peut exploiter. Mais ce qu'on imagine plutôt dans ce cadre-là, c'est coproduction avec des médias qui sont spécialisés dans la vidéo. Et pourquoi pas justement que les histoires qui sont publiées sur le site puissent servir de scénario à de futures productions. Et c'est aussi un peu le pari qu'on fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien avec des plateformes comme Netflix, etc., que les histoires n'ont plus de frontières. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un auteur, un scénariste, un réalisateur, je ne sais pas, par exemple, qui écrit ou réalise une histoire qui se passe au Sénégal, ça allait être uniquement pour le marché sénégalais, voire pour le marché d'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, en fait, l'histoire qui se passe à Dakar, en fait, un jeune homme ou une jeune femme qui est en Chine, en Europe, au Brésil, en fait, peut s'identifier à la vie du personnage. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a une forme de mondialisation de la culture qui fait que les histoires sont devenues beaucoup plus universelles, aussi parce que les réalités sont aussi de plus en plus proches d'une certaine manière, même s'il y a des différences. Je taquinais dans la première partie Walid Rachidi en vous demandant si ce projet de raconter des histoires n'allait pas vous créer des histoires, parce que des histoires, il y en a tellement. Au Sénégal, par exemple, nous avons les contes de plus en plus ou de moins en moins. C'est le cas parce qu'on en parle rarement, submergés que nous sommes tous par le digital et ses facilités. Raconter des histoires, en quoi est-ce que cela est-ce que vous pourriez nous garantir une certaine nouveauté? En fait, je pense que déjà, oui, évidemment, raconter des histoires, ça fait partie du quotidien. Et je pense que quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on dit, c'est: Ah, tu sais pas ce que j'ai entendu la dernière. Donc, raconter des histoires, surtout dans nos cultures, c'est quelque chose de central. Et ça existait avant les livres, en fait. Le livre, c'est juste un média, justement. C'est juste un moyen de stocker ces histoires. Donc voilà. Donc moi, notre pari avec Friction, c'est de dire que le smartphone, voilà, le téléphone, les ordinateurs, etc., c'est un nouveau moyen de transmettre ces histoires. Alors, on va dire pourquoi Friction par rapport à d'autres choses. L'idée, nous, ce qu'on propose sur Friction, c'est de dire, le monde, aujourd'hui, il est complexe. Parfois, on a du mal à comprendre ce qui se passe ailleurs. Et l'idée, c'est de donner, en fait, une fenêtre sur ce qui se passe ailleurs à travers des thèmes communs. Donc, on peut parler, par exemple, d'un thème comme le travail. Par exemple, on a une série sur le travail et de dire, par exemple, la thématique du travail, comment est-ce qu'elle est vécue au Sénégal, aux États-Unis, en France, et à travers à chaque fois des points de vue. Et en fait, ce qui est intéressant, l'originalité de Friction, c'est la mise en parallèle de tous ces points de vue. C'est comme si, en fait, on voit un paysage avec plein de nuances différentes et ça permet de mieux comprendre l'ensemble. Oui, et ça a été accueilli comment par les acteurs même de l'édition, ce projet, votre projet? Après, d'abord, je pense qu'il y a eu
Je pense que ça a été très bien accueilli dans le sens de la nouveauté sur l'expérience de lecture qui est proposée, parce que nous, notre idée, c'est effectivement se baser sur l'idée de série, donc avec des formats qui sont assez courts, etc. Je pense que toute la partie, l'articulation avec le podcast et la réflexion sur l'audiovisuel, c'est quelque chose qui intéresse les acteurs de l'édition. Ils se demandent quel va être en fait le positionnement de l'édition ou du journalisme par rapport à ça dans le futur. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est le côté effectivement international, c'est de se dire, voilà, les contenus sont à la fois en français et en anglais. Et donc, c'est une manière d'essayer de se connecter à une audience qui va être plus large qu'une audience, par exemple, pour la France franco-française. Après, la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est comment on crée un modèle, un business model viable, Oui, oui. comment est-ce qu'on trouve des sources de financement, est-ce que, comme vous l'avez très bien dit, Ousmane, les gens sont déjà submergés de contenu, comment est-ce qu'on fait la différence? Bah, ça, c'est toute l'histoire qui nous reste à écrire, justement. Oui, ça va ajouter un peu d'histoire. Exactement. Et ce business model, justement, pendant qu'on y est, parlons-en, vous avez des pistes aujourd'hui parce que c'est une problématique qui se pose finalement à tout le monde. Le digital a tout chamboulé avec ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, ce business model, vous le pensez comment? Pour ne pas dire vous le voulez comment? Je pense que, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de gens ou d'assister à pas mal de conférences, de gens, voilà, pour le coup, de grands médias déjà très installés, et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui gagner de l'argent. Ce qui est très étonnant au départ, quand on ne connaît pas le monde des médias, c'est qu'on se rend compte finalement que la majeure partie du chiffre d'affaires est générée par des activités à côté du média. C'est-à-dire que finalement, le média ne gagne pas forcément d'argent avec les articles, avec les contenus produits, avec les abonnements, en tout cas pas assez, mais par contre que le contenu créé sur le média et surtout le savoir-faire du média et ce qu'ils ont prouvé permet de travailler avec d'autres acteurs à côté, notamment des entreprises. Donc il y a toute une activité avec les entreprises qu'on ne voit pas forcément, mais qui se fait de plus en plus. Donc c'est ça qui finance pas mal de médias, en tout cas en France, mais pas qu'en France, hein. Donc ça, c'est un peu le truc classique, c'est finalement à côté d'un média, vous avez des activités de type, entre guillemets, studio de création, agence de communication. Donc ça, c'est classique. Oui. Après, nous, dans notre cas, c'est vrai que nous, ce qu'on aimerait, c'est devenir voilà, une plateforme d'auteurs et d'histoire, comme je disais, qui permettent demain de collaborer avec des acteurs comme Netflix, avec des acteurs du cinéma, etc., en se disant qu'on peut être un lieu où on va trouver des histoires et des auteurs originaux et contribuer aussi au renouveau. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais par exemple, Netflix, ils ont une stratégie assez agressive en Afrique, où ils veulent qu'il y ait plus d'auteurs qui viennent d'Afrique, plus d'histoires qui viennent d'Afrique. Et en fait, c'est ça un peu le sens de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on fait pour agrandir le pool de créativité et raconter des histoires qui représentent plus la diversité de ce qui se passe dans le monde et aussi du coup qui puissent parler à plus de gens. Finalement, les gens qui avant étaient les seuls à raconter des histoires, aujourd'hui ça s'est beaucoup diversifié, en tout cas sur le divertissement. Oui, et maintenant, cet art de raconter des histoires, là, je ne raconte pas d'histoire, je m'exprime en français, ou le storytelling en anglais, on sait très bien que il a bouleversé beaucoup de secteurs. Le storytelling aujourd'hui pratiqué dans beaucoup de métiers, dans par exemple le marketing, comment vendre un produit, ne plus passer par le circuit classique, mais avec des méthodes qui permettent de toucher directement l'intéressé, la cible. Est-ce que le storytelling, il est au cœur de votre projet ou c'est plutôt autre chose? Non, si, effectivement, le storytelling, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce que je pense, c'est ce qui est le plus universel. Parce que, comme je disais tout à l'heure, au final, raconter des histoires, c'est la manière dont on a de communiquer avec ses amis, d'éduquer ses enfants, de transmettre une culture. Par exemple, voilà, au Sénégal, on connaît les griots. Voilà, moi, je suis d'origine algérienne, ma famille est kabyle, donc pareil, voilà, dans la culture kabyle, il y a une très forte dimension de transmettre la culture à travers l'histoire. Donc ça, c'est des choses qui sont de toute façon très, très universelles. Après, nous, ce qu'on propose avec Friction, c'est une plateforme qui permet de transmettre ces histoires via ce média, via cette plateforme qu'est le numérique. Et après, sur le format, ça peut prendre plein de formes différentes.
comme vous l'avez dit, le texte, le podcast, peut-être demain les vidéos, qui sait. Donc voilà, je pense que les histoires, c'est quelque chose d'universel. Après, sur le fait, est-ce que les histoires, quelque part, vous aviez l'air de dire par rapport au marketing, c'est fait pour manipuler, c'est fait pour enjoliver la réalité. Ça, j'ai envie de dire aussi, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire, on a toujours essayé de raconter des histoires pour montrer la réalité sous un angle. L'histoire avec un grand H, et on l'a bien vu aujourd'hui avec tous les débats qu'il y a autour des statues, est-ce qu'il faut les enlever ou pas les enlever. L'histoire, c'est un récit qu'un peuple se raconte à lui-même. C'est par exemple, je sais pas, le cas de la France. Est-ce que l'histoire de la France, ça commence en 1789 avec la Révolution française? Est-ce que l'histoire de l'Algérie, ça commence en 1962 après l'indépendance? Est-ce que ça commence en 1860 avec la colonisation? Est-ce que ça commence avant avec les Romains, à l'époque où il n'y avait même pas encore l'Algérie, c'était voilà, c'était les pays berbères, etc. Enfin, et finalement, tout ça, c'est du storytelling. C'est comment est-ce que moi, par exemple, voilà, moi, je me sens africain. Il y a d'autres gens, ils vont dire, l'Algérie, ça fait partie du monde arabe. Bah, tout ça, c'est du storytelling. C'est une façon de voir, les choses. Moi, je considère que l'Algérie, par exemple, c'est un pays d'Afrique du Nord. Voilà. C'est du storytelling. C'est ma vision, ma façon de voir notre histoire globale. Donc, raconter des histoires, c'est comment est-ce qu'on se connecte au reste de l'humanité. Oui, et pendant qu'on en parle d'ailleurs, ce livre Storytelling, l'art de convaincre par le récit qui est publié par Jean-Marc Pussetti, qui est un formateur en entreprise et coach spécialiste du storytelling. Ils disent que la communication est un jeu, le storytelling en est l'un des plus fascinants, très en vogue dans les pays anglo-saxons. Le storytelling est l'art de raconter une histoire avec force et enthousiasme au monde où la passion parle à la raison avec style et élégance. Il parle un peu d'un phénomène qui est à la mode. Et bien sûr, vous n'allez pas me démentir, vous qui revenez un peu du monde, qui revenez d'Amérique notamment. Oui, c'est vrai. Moi, j'habitais à New York entre 2016 et 2009. C'était pendant la première élection de Barack Obama. Et c'est vrai que j'étais fasciné par la capacité, voilà, quelqu'un comme Barack Obama, qui n'était pas forcément quelqu'un qui était dans les standards des candidats, d'arriver à raconter une histoire qui parlait à l'ensemble des Américains, alors que lui-même était très différent. Justement, dont le succès a été porté par le storytelling. Et si je me trompe, cela a inspiré l'élection, en tout cas la campagne électorale de François Hollande en France. Bah, je pense. Bon, comment dire, sans offense contre François Hollande, hein, mais c'est vrai que la capacité d'enthousiasme générée par François Hollande n'est pas comparable à celle de Barack Obama. Ça, on est d'accord. Mais par contre, si on parle plus proche de nous, par exemple, Emmanuel Macron, je pense qu'il y a eu un storytelling sur l'idée que par exemple, il n'était ni de gauche ni de droite, qu'il n'était pas de l'ancien système, qu'il pouvait inspirer aussi des gens plus jeunes, faire entrer une nouvelle manière de faire la politique. Bah, c'était aussi une forme de storytelling. Donc, de toute façon, forcément, mais le storytelling, en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose parce que ça veut dire comment est-ce qu'on inspire, comment est-ce qu'on crée une vision pour inspirer des gens qui à la base, n'adhèrent pas à vos idées. C'est aussi un peu, j'ai envie de dire, le principe de toute religion, tout idéal de pays, c'est quelque part comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire, on va embarquer d'autres personnes avec soi. Il nous reste, Rachid, à peu près 10 minutes sur e-radio dans e-tech ce dimanche pour parler de notre problématique. Nous allons nous intéresser à présent à l'écran globalement. L'écran avec ses aspects négatifs, mais que l'on aborde très, très rarement parce que quand on parle de digital, on parle forcément du monde des écrans. Aujourd'hui, quelle politique pour aider à une meilleure prise en charge de cette problématique, notamment quand il s'agit de nos enfants, des enfants qui sont en permanence exposés aux écrans? Encore une fois, pour revenir sur le parallèle que je faisais avec l'alimentation, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, c'est très bien les fast-food, de manger dans la rue, des sandwichs, des choses un peu grasses, et on aime tous ces choses-là. On aime tous aussi manger très sucré, etc. Mais il y a un moment donné où vous savez très bien que si vous mangez ça 3 fois par jour, tous les jours, pendant un mois, vous allez tomber malade. Et pour les écrans, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut déjà être indulgent envers nous-mêmes parce que finalement, c'est un phénomène qui est très, très récent. Finalement, ça a quoi? Facebook, ça a début aux États-Unis, c'était 2004. En Europe, ça a commencé en 2007, 2008. En gros, ça fait une petite dizaine d'années qu'on est vraiment dans les réseaux sociaux. Et depuis, on va dire, les élections, depuis la mi-2010, on va dire, mi des années 2010, vraiment, on a vu
l'impact que ça a eu sur la vie démocratique dans plein de pays, etc. Donc finalement, c'est très très récent à l'échelle de l'humanité. Vous imaginez hein, tous les changements qu'on a pris, entre guillemets, de pleine face en si peu de temps, c'est incroyable. Enfin, moi, je vais avoir 40 ans l'année prochaine, je vais avoir 39 ans là, ce mois-ci. En fait, je me dis, et c'est fou parce que comme moi j'avais 10 ans dans les années, début des années 80, enfin, à la fin début des années 90, et je pense où était le monde en 91 versus en 2020, ça a tellement changé, et je pense qu'on est une génération qui a pris tellement de changements technologiques très, très rapides, et on n'a pas forcément eu de guide d'utilisation. Donc, c'est vrai que l'éducation, bah, pour les nouvelles générations, elle est très importante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour éduquer les enfants à utiliser les écrans de manière réfléchie. Comment est-ce qu'on fait aussi pour les aider à décortiquer l'information? C'est ça, je pense, qui est très important. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre une vraie et une fausse information? Comment est-ce qu'on fait pour aller vérifier quand un copain, une copine vous envoie un truc pour pas aller croire n'importe quoi? Euh, et je pense que c'est ce défi de l'éducation, ce défi d'éducation aux écrans, c'est quelque chose qui est très très important et dans tous les pays et surtout ce qui est difficile, c'est que contrairement au livre, on ne peut pas être derrière l'écran de chaque enfant. Enfin, à part si vous mettez la tête entre le Ouais, smartphone. ouais. Et c'est difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment éduquer les enfants et leur donner suffisamment confiance, enfin leur faire suffisamment confiance pour qu'ils puissent en fait être juges. Mais ça demande du travail. C'est comme je disais pour l'alimentation, où évidemment notre penchant, c'est d'aller vers des trucs gras, sucrés, et pas forcément sains, mais il y a une éducation au goût, aux bons aliments pour pouvoir être sain. Bah, pareil pour l'information. Oui, en même temps, quel rôle des pouvoirs publics, hein, au-delà même des parents, quel rôle des pouvoirs publics et quel rôle des GAFA, par exemple, des grosses plateformes mondiales qui sont très visibles dans ce marché des écrans? On sait qu'une plateforme, par exemple, comme YouTube, a créé un YouTube pour les enfants. Quelle devrait être la responsabilité de ces grands acteurs, de ces mastodontes du digital, du numérique? Je pense que bah, aujourd'hui, la question de la gouvernance numérique, elle est au cœur de tous les débats. Hein. On le voit aujourd'hui avec toute l'histoire autour de TikTok, avec Donald Trump qui veut interdire ça aux États-Unis. En France, il y a la CNIL qui s'intéresse à TikTok pour savoir quelles sont les données qui sont stockées. Même, vous parliez des médias, c'est quand même une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un média, si vous ne sponsorisez pas les publications sur Facebook, sur Instagram, vous n'existez pas. Même les gens qui ont liké votre page, ils ne vous voient pas. Donc, est-ce qu'on peut accepter que l'avenir des médias, par exemple, dépende des GAFA? Et GAFA, bon, c'est des entreprises qui sont basées aux États-Unis, qui sont américaines, avec leur propre logique. Donc, c'est vrai que, par exemple, la Chine, ils ont pris un choix radical de développer leur propre plateforme avec les WeChat, etc. Donc, c'est vrai que ce soit pour l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Amérique latine, je pense que dans l'avenir, les gens vont se poser la question de la gouvernance et le souhait de développer de propres plateformes pour être aussi avoir gardé une forme d'indépendance. Ça, c'est compliqué. Je pense que la crise du Covid a ouvert les yeux, en tout cas, à pas mal de gens sur cette question-là, la question de l'indépendance et la question de la gouvernance. Après, sur la question du contenu pour les enfants, de toute façon, il y a toujours eu des règles qui ont toujours existé, hein, que ce soit pour la télévision, pour la presse. Bon, il y a des contenus qui sont plus ou moins accessibles aux adultes ou aux enfants. Après, la question, encore une fois, c'est la question de l'éducation, une question du rôle des parents, pardon. Et ça, j'ai envie de dire, YouTube ou pas YouTube, même à l'époque où il y avait des cassettes et des magnétoscopes, on avait la même question de savoir est-ce qu'il n'y a pas le film un peu bizarre là qui va passer dans la classe et que les gens vont se passer. Et après, c'est l'éducation qui fait que l'enfant va ou pas aller vers ces choses-là. Mais est-ce que l'appât du gain, finalement, n'amène pas les acteurs à fermer les yeux parfois sur certaines nécessités? Oui, mais après, encore une fois, quand il y a des scandales en fait, qui impactent des sociétés entières, les acteurs sont obligés de repenser leur rôle. Par exemple, aujourd'hui, dans le digital, il y a beaucoup d'acteurs qui se posent la question du rôle dans l'éthique. C'est quelle est la part de responsabilité, par exemple, de Facebook dans la prise de pouvoir d'un certain nombre de gouvernements dans des pays. Il y avait un très bon documentaire sur Netflix qui a raconté ça, je crois que c'est The Great Hack, qui a raconté comment Cambridge Analytica a influencé un certain nombre d'élections partout dans le monde. Donc, encore une fois, je reprends mon parallèle avec l'alimentation. Bah oui, mais on pourrait aussi mettre des aliments très très nocifs dans la nourriture pour gagner plus d'argent. Mais il y a un moment, c'est des pouvoirs publics aussi de dire bah stop, en fait ça c'est nuisible pour la population. Donc pour les GAFA, c'est la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, il y a tout un bras de fer entre les GAFA et l'Europe et les pays européens par rapport à ça.
parce que voilà, c'est des questions finalement de démocratie et de bien-être de la société. Donc, le devoir, comment dire, l'objectif d'une entreprise, c'est de générer du profit. Mais après, le rôle d'une société, d'un État, c'est de vérifier que ça se passe dans un cadre qui est bon aussi pour la société. Donc, pour moi, oui, c'est une situation qui doit être gagnant-gagnant. On donne l'opportunité à la société de se développer dans des bonnes conditions, mais en contrepartie, la société aussi doit respecter un certain nombre de règles. Et c'est vrai que les GAFA ou des sociétés comme Uber posent beaucoup de questions sur, voilà, si par exemple vous exploitez les ressources d'un pays, c'est-à-dire le fait que les gens soient formés, les routes, mais que de l'autre côté, vous ne payez pas des impôts dans le pays comme Uber dans certains pays, c'est compliqué. Parce que vous exploitez les ressources du pays, mais vous ne payez pas les impôts pour permettre au pays de continuer. Donc pour moi, tout ça, c'est des grandes questions pour le futur. Enfin, Un dernier mot, vous avez parlé de la possible manipulation de processus électoraux. Effectivement, on a beaucoup parlé du scandale Cambridge Analytica avec Facebook. Avant ça, il y a eu d'autres débats, notamment autour des algorithmes aujourd'hui qui paramètrent notre monde, qu'on en soit conscient ou pas. Derrière, il y a les fake news, il y a le deepfake aussi. Et ouais. il y a tant de tard un peu du digital, parce que le digital, c'est juste un outil utilisé par un homme avec des dessins qu'il a en tête, dans la tête. Aujourd'hui, vous voyez comment notre monde, qui, c'est vrai, d'un côté, rapproche les gens par le digital, et de l'autre, est secoué par des scandales de la sorte que je viens de dénoncer tout à l'heure, ou plus globalement par des actions parfois pas vraiment gentilles. Notre monde actuel, vous le voyez comment avec ce projet de raconter des histoires? Je pense que bon, c'est une question qui est très intéressante. On pourrait en parler pendant encore 2 heures, mais rapidement, je pense encore une fois que ce qui s'est passé récemment, c'est un phénomène qui est très très rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que, y compris chez Facebook, ce qui s'est passé avec la campagne de Trump ou Brexit, etc., ne pourra pas se repasser dans les mêmes conditions. Donc c'était aussi une forme de candeur, une forme de manque d'expérience de ces plateformes-là qui ne se sont peut-être pas rendues compte jusqu'à quel point elles étaient elles-mêmes responsables ou elles avaient un poids. C'est-à-dire qu'elles n'assumaient pas finalement ce rôle-là en se disant bah, nous, en fait, non, ce n'est pas notre rôle, nous, on connecte des gens, et elles n'assumaient pas en fait ce rôle-là. Donc aujourd'hui, tous les débats qu'il y a autour de la régulation, de la gouvernance, etc., c'est parce qu'on arrive à un moment de maturation dans les sociétés. Et même parmi les dirigeants politiques, je ne sais pas si vous avez assisté déjà à des débats quand Mark Zuckerberg a été reçu au Sénat américain, vous vous rendez bien compte que les hommes politiques ne savaient pas de quoi ils parlaient. On leur disait Twitter, Facebook, ils pensaient que c'était le même site. donc, vous voyez, c'était ça le niveau. Donc c'est aussi parce que vous avez des décideurs politiques d'une nouvelle génération qui comprennent ce dont on parle. C'est pas comme si on leur parlait chinois, on parle d'un vrai truc qui fait partie de leur vie. Donc il y a aussi ça. Non mais c'est vrai. C'est à un moment donné, il faut que les gens qui utilisent aussi les gens qui parlent avec ces plateformes-là, sinon ça sert à rien. Donc il y a ça, il y a une forme de maturation des gens qui décident, politiques ou autres. Et deuxièmement, sur les fake news, en tout cas pour Friction, nous, notre manière de voir les choses, c'est de se dire, bah, une manière de lutter contre les fake news et d'apporter un point de vue plus global sur les choses, bah, c'est de mettre en perspective différents points de vue sur un même thème. Donc, c'est de laisser des gens qui ont des opinions différentes, des points de vue différents, s'exprimer et raconter des histoires autour d'un même thème. Donc voilà, très modestement, en tout cas, c'est l'ambition de Friction, et que vous retrouvez en ligne sur friction.co. Oui, une dernière question, c'est vraiment la toute dernière, le temps est épuisé. Rachid, pourquoi avoir choisi le mot friction, qui a priori n'est pas forcément heureux, en tout cas n'implique pas un premier sens, disons, assez heureux, positif? Parce que quand j'ai poussé un peu la curiosité, je suis allé chercher sur le Larousse, je vois des accords, heureux résultant d'une opposition entre des personnes, frottement se produisant le long d'un plan de faille et à l'origine de stries d'arrachement de brèches, dites de friction, mais on retiendra sûrement des accords, heures, problèmes. Alors pourquoi le choix de friction? Déjà, si vous allez sur le site, vous verrez qu'en fait, le R, il est en rouge et que le reste est en bleu, donc c'est fiction, et puis avec le R de réalité, donc la fiction et la réalité, la friction. Donc c'était un jeu de mots autour de ça. C'est un jeu de mots. Voilà, c'est un jeu de mots autour de ça. Et aussi parce qu'en fait, forcément, quand vous avez l'époque dans laquelle on vit, c'est une époque de friction. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vivent dans des réalités très opposées.
et qui tout d'un coup sont mis en contact. Donc, c'est quand vous frottez deux choses ensemble, bah forcément, ça génère des étincelles. Donc, c'est une étincelle, effectivement, qui peut être, comme on dit, quelque chose comme connoté comme quelque chose de négatif, mais aussi, l'étincelle, c'est aussi qui provoque, par exemple, qui est fécond. Par exemple, bah, on frotte deux cailloux ensemble et c'est comme ça que naît le feu. Donc, c'est l'étincelle créatrice. Donc, c'est aussi de la friction que naissent en fait des nouvelles visions du monde, des nouvelles idées, des nouvelles manières de se rencontrer. Donc, le frottement, la friction, c'est aussi, voilà, ça fait partie aussi de la vie. Et en fait, être capable de se confronter et justement de sortir de sa bulle de filtre sur Internet où tout le monde pense la même chose et se confronter à d'autres points de vue et c'est de réfléchir sur sa manière de voir le monde, bah, pour moi, c'est quelque chose de très simple pour soi-même à titre personnel et aussi pour nos sociétés contemporaines. Et c'est ce que nous avons cherché aussi, hein, cette friction, en allant chercher comme invité ce dimanche sur e-radio quelqu'un qui n'est pas forcément de notre environnement géographique parce que vous êtes du Maghreb, originaire de l'Algérie, actuellement basé en France depuis plusieurs années. Walid Ouais, je suis né en Rachdi. France. Vous êtes né en France, Je suis né en France, d'origine avec algérienne. des origines algériennes. Voilà. Merci beaucoup Walid Rachdi. À très bientôt. Merci Ousmane, à bientôt et merci à tous les auditeurs et spectateurs. Je vous en prie, à très bientôt. Je rappelle aux auditeurs disons, aux internautes qui nous regardent aussi, parce que je signale que cette émission est regardable à l'instant sur YouTube à travers nos plateformes LinkedIn et Facebook. Walid Rachdi, invité de ITEC de ce dimanche sur Radio, diplômé d'informatique et de commerce, l'informatique avec vos années passées à l'Institut universitaire et technologique d'Orsay en France. Vous avez travaillé pour de grands groupes en France et à l'international comme la Société Générale avec des responsabilités de consultant dans les secteurs bancaires et énergétiques. Je dis bien à l'étranger. Vous avez été présent, vous avez visité plus de 50 pays dans le monde et vous êtes aussi romancier avec un roman qui s'appelle Fugue, publié aux éditions Imagination et vous êtes aussi scénariste avec un goût pour le voyage et les langues étrangères. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci aux nombreuses personnes qui nous suivent depuis toujours sur e-radio. Ça fait un énorme plaisir, naturellement. Nous tâcherons de mériter cette fidélité et cette attention au fil des dimanches sur e-radio. Excellent dimanche et excellente semaine.